Nous sommes le dimanche 14 février 2021. Le monde célèbre la Saint-Valentin. Si vous êtes concerné par cette fête, bonne fête à tous. Et c'est parti pour la présentation de notre édition rétrospective de la semaine. Tout de suite, les titres. Et nous sommes toujours très heureux de vous recevoir chez nous, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. J'espère que vous vous portez bien, même si la semaine avait mal démarré dans la capitale congolaise. Plusieurs Brazzavillois avaient passé des heures à écoper l'eau qui s'est infiltrée dans leur logement après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi. La pluie a causé plusieurs dégâts matériels. Vous suivrez encore dans ce journal le reportage réalisé par nos journalistes dans différents quartiers. Le 10 février, c'était le dernier jour que prenait fin l'opération de révision des listes électorales. Au dernier jour, ils étaient encore nombreux, ces Brazzavillois qui ont pris d'assaut les centres d'enrôlement. Vous suivrez encore le conseil de Giscard Maungu dans ce journal. Nous irons aussi à l'intérieur du pays où nos reporters ont fait en zoom au CECI de Ngania, ce centre de santé intégré situé à 35 km de la sous-préfecture de Lombo a un problème de déficit du personnel et manque de médicaments. Vous le savez sans doute, la localité de Lekana a désormais de l'électricité. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé samedi au lancement de la ligne électrique Diambala-Lekana. C'était devant les notables et d'autres personnalités du pays. Un reportage de Giscard Maungu. Ça y est, Lekana rejoint le réseau national de transport d'électricité et on peut voir la lumière électrique la journée dans la localité. Lekana a son électricité pérenne, un acte de portée historique, mais aussi socio-économique. D'ailleurs, les élèves qui sont passés l'ont si bien rappelé. Durant des années, j'ai été condamné à faire la lecture la nuit, sous le très faible éclairage de la lampe luciole. Pendant longtemps, j'ai absorbé le carbone dégagé chaque soir par cette lampe surannée. J'ai toujours craint de devenir prématurément myope et pourquoi pas aveugle. Aujourd'hui, enfin, grâce à toi, Papi Denis Sassou Nguesso, je vais pouvoir accéder à la bonne lumière. Aujourd'hui, les Kana et Ngolukila reçoivent leur part d'électricité pérenne. D'autres vont bientôt emboîter le pas. Et comme vous l'avez instruit, Monsieur le Président et Premier chef de l'État, les toutes prochaines étapes dans le district où nous nous trouvons en ce moment sont Lagué et Kébara. En réalité, c'est dans le cadre du grand projet d'électrification des communautés rurales que se comprend la cérémonie du jour. Projet évalué à 60,4 millions de dollars. Le Congo y a contribué à hauteur de 5 millions de dollars. À ce jour, 9 composantes du grand projet ont, c'est Jean-Jacques Kabouya qui le dit, changer les habitudes des populations. Il cite même quelques-unes. Il s'agit de la ligne Mukukulu-Mayeye-Sibiti, mise en service en 2017. La ligne Soremi-Fouati et celle de Fouati-Bokosongo l'année dernière. La ligne Olombo-Abala, inaugurée en 2019. La ligne Gongoma-Ongoni, rendue fonctionnelle il y a 6 mois. C'est une ligne très haute tension de 33 kV sur une longueur de 48 km, dont 2,4 km à Ngolokila, qui amène l'électricité de Djambala à Lekana. Travaux réalisés avec l'expertise nationale. À la cérémonie, outre aussi le discours du sous-préfet de Lekana, il y a eu le rituel d'avant-lancement et cette sorte d'échange entre les notables de Lekana et Denis Sassou Nguesso qui finit par une demande expresse des notables, raccompagner le président de la République. L'artère était alors inondée de rouge devant le véhicule du président de la République.
Comme le meilleur est toujours à venir, dit l'adage, le rythme épisodique de fourniture d'électricité dans cette localité de l'Ekana, qui était de 18h à 22h, ne sera plus qu'un vieux et lointain souvenir. Les populations visiblement émues disent leur satisfaction et pensent déjà au développement économique de cette localité, tout bien considéré. La communauté urbaine souffrait quelquefois de son électricité, fournie de 18h à 22h. Autrefois, nous travaillions dans des conditions précaires. Nous avions le groupe tel que vous le voyez. Et en dehors du groupe, nous étions sous le régime de délaissage permanent. Avant, c'était difficile. Avant, c'était la galère. Mais cette fois-ci, vraiment, c'est apprécié. L'administration, dans cette localité de l'Ekana, avait aussi les difficultés, tant l'électricité la journée leur faisait défaut. Déjà, nous, autorités ici locales, on a trouvé beaucoup de difficultés parce qu'on ne peut pas travailler la journée si on a besoin de l'électricité. Donc aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour la population de l'Ekana. Et quand il n'y avait pas d'électricité, il fallait recourir aux groupes électrogènes avec son corollaire de carburant, pas moins de 12 000 francs CFA le bidon. Mais avant, c'était nous, on souffrait. Il faut démarrer les moteurs, souffrir, chercher des carburants. Cette fois-ci, en tout cas, on est bien maintenant. Le raccordement de l'Ekana au réseau national de transport d'électricité est une aubaine et ouvre beaucoup de perspectives, comme chez ces jeunes de l'UAC incubateur agricole du Congo. Parce que ça va nous permettre, nous les agriculteurs, de pouvoir produire beaucoup plus de produits agricoles et, n'est-ce pas, d'avoir un projet, de pouvoir, n'est-ce pas, manufacturer ce que nous produisons. Signe de cette pérennité des appareils électroménagers trouve de plus en plus de clients. Vous sentez que c'est en train de bouger un peu, parce que comme il y a le Coran, il y a les gens qui vont venir, on a acheté même le télévision avec les trucs électroniques, comme il y a le Coran. Reste à préserver l'outil. Au lancement de la ligne Djambalar-Lekana, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique y est revenu. Permettez-moi à ce stade de prodiguer quelques conseils habituels aux parents de l'Ekana et de Ngolokila. Chers parents, veuillez prendre grand soin des équipements qui vous permettent de recevoir de l'électricité. Ce sont des biens communs à tous les Congolais. Certaines installations qui existaient ici ont été vandalisées. Certains de ces vandales ont même été arrêtés. L'actuel bureau de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement a tenu mercredi une séance de travail dirigée par le président de la dite coordination. Cette séance de travail s'est essentiellement apaisantie sur les points devant figurer à l'ordre du jour de leur assemblée générale prévue dans les jours à venir. Suivez. Ils menacent d'organiser des sit-ins et aussi d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte avant les échéances électorales prévues le 21 mars prochain. Ces enseignants, rassemblés autour de la plateforme Coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement, CEDEP en sigle, ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils sollicitent de la part du gouvernement la publication des quotas de recrutement à la fonction publique 2020-2021. Ces enseignants attendent aussi du gouvernement la mise en place d'un guichet unique spécial pour le traitement de leur dossier d'intégration. Vu le discours du président de la République du 17 décembre 2019, prononcé devant le Parlement réuni en congrès, annonçant l'intégration à la fonction publique de près de 2000 enseignants sortis des écoles de formation. Volonté réitérée en décembre dernier devant les deux chambres en congrès. Vu la léthargie scandaleuse dans la notification et la publication des quotas d'intégration à la fonction publique, nous, la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement, exigeons du gouvernement le respect strict du protocole d'accord du 27 septembre 2018, la finalisation de la publication de tous les textes d'intégration du quota spécial campagne 2019 au journal officiel d'ici le 20 février 2021. La notification et la publication des quotas 2020 et 2021 d'ici le 15 février 2021.
La mise en place du guichet unique pour rendre opérationnel et rapide le traitement des quotas 2020 et 2021. Le paiement de 4 mois de bourse, notamment octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021. L'affectation de tous les finalistes non enrôlés avant la rentrée scolaire 2021-2022. Le non-respect de ces exigences nous contraindrait à observer amplement des sit-ins à la vice-primature, aux charges, entre autres, de la fonction publique et au ministère des Finances, suivi d'une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Il est à noter qu'à l'issue de cette rencontre, tous les bureaux de promotion des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement de 2013 à 2019 ont été présentés. Et puis la première vague des médecins qui ont achevé leur formation à Cuba a été déployée cette semaine dans différents départements du pays, Bernida. Oui, Christy, 8 mois, c'est le temps que durera ce stage d'imprégnation dans les hôpitaux de Pointe-Noire, d'Olizy, Kayi, Oyo et Owando. Donna de Goma a assisté à leur départ. Suivi. L'on se croirait pour la circonstance dans une gare routière, mais non. Nous sommes juste dans l'enceinte du ministère de la Santé pour assister au déploiement dans les départements de la première vague de 262 médecins qui ont achevé leur formation à Cuba. À ceci s'ajoutent les médecins de la 36e promotion de la faculté des sciences de la santé et d'autres médecins formés dans d'autres pays. Après quelques consignes d'usage données par la ministre de la Santé, qui d'ailleurs leur a souhaité bon vent dans leur stage d'imprégnation, qui va durer 8 mois dans les formations sanitaires de la République du Congo, c'est le grand départ. Quelques bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges. C'est un sentiment de fierté, mais aussi de responsabilité, parce que nous sommes conscients que nous aurons la vie des gens entre nos mains, il faudrait sauver des gens. Donc nous devons tout simplement dire merci au gouvernement d'abord, et aussi nous battre à rendre fier le gouvernement en fait. Premièrement, je dirais que c'est un soulagement aussi pour moi, parce que ça fait de cela quasiment 5 mois que je suis ici. C'est ce qu'on attendait, et aujourd'hui le gouvernement au moins a pensé à nous, à ce que nous soyons déjà en stage, et là on va démarrer avec nos stages. On va essayer de faire le maximum que nous avons appris à Cuba. Et on va mettre nos connaissances à la portée de tout le monde. Même son de cloche du côté de quelques parents qui ont accompagné leur progéniture. Ces derniers ont loué les efforts du gouvernement de la République qui a tenu ses promesses. Les formations sanitaires de Pointe-Noire, d'Olizy, Kayi, Oyo et Owando accueilleront ces médecins qui ont été dotés d'un kit complet composé de matériel de première nécessité pour la pratique médicale. Bien avant le top du départ, le directeur général de l'administration et des ressources humaines du ministère de la Santé a précisé qu'il a été mis en place un système de mentorat composé de 48 médecins spécialistes en gynécologie obstétrique, chirurgie, pédiatrie et médecine. Il s'y est de rappeler que les 48 monteurs qui constituent un pôle de personnel qualifié et expérimenté assurera le suivi sur le terrain des stagiaires selon un programme de rotation bien établi. Et lorsque le départ est donné, quelques retardataires ont failli rater le voyage. Pour les médecins de leur acabit, ce genre de retard n'est pas encouragé, car cela peut coûter une vie humaine. Décédé le 30 janvier dernier à Brazzaville, Bernard Bouka, ancien président de l'UMC, a été inhumé le mardi 9 février au cimetière du centre-ville. Peu avant son inhumation, les artistes, musiciens, les chroniqueurs, opérateurs culturels lui ont rendu un dernier hommage à la morgue municipale de Brazzaville en présence du ministre de la Culture et des Arts, Armand Nsanza. Il était connu dans le monde de la musique en tant que guitariste, arrangeur, auteur-compositeur et musicologue. Bernard Bouka, rappelé à Dieu la semaine dernière, a été inhumé mardi au cimetière du centre-ville. À la morgue municipale de Brazzaville, quelques artistes, chroniqueurs musicaux, opérateurs culturels, parents, amis et connaissances ont rendu un dernier hommage à celui qui a dirigé l'UMC, l'Union des musiciens congolais, pendant 7 ans. Dans son oraison funèbre,
Le prêtre célébrant a invité les hommes à l'unité et à l'amour, à l'image de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. Après cette exhortation, place au dépôt de gerbes de fleurs. D'abord, par le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, le commissaire général du FESPAM, Ugandaï, la délégation de l'UMC et celle de l'UNIAC. Suivi d'un moment de recueillement. Après la morgue, la dépouille mortelle de l'ancien secrétaire exécutif national de l'UNIAC a été exposée pendant quelques minutes à son domicile au quartier OCH, avant bien sa mise en terre au cimetière du centre-ville. C'est désormais ici où se reposera pour l'éternité le corps de Bernard Bouka. Outre sa vocation musicale, Bernard Bouka, colonel à la retraite, fut un officier d'ordonnance du feu président Jacques Joachim Yombi Opango. Et puis, murs effondrés, habitations inondées, telle est l'image qu'a présentée mardi dernier la ville de Brazzaville à certains endroits après la pluie. Le cas au quartier Kangambandi est cité des 17 où les dégâts énormes ont été enregistrés. À la cité des 17, la route était aussi presque coupée en deux. Voyez encore ces images qui avaient été filmées par Morel Mapele et Odvarez Dabira. La pluie qui s'est abattue ce mardi à l'aube dans la ville capitale a apporté son lot de malheurs dans certains quartiers. Les habitants de Kangambanzi et communes dans l'arrondissement 6 Talangaï sont sortis de leurs maisons les pieds dans l'eau à cause des inondations. Cette situation s'est réduite à la rivière de la Tiémé qui est sortie de son lit selon les informations glanées sur le terrain. Les habitants de Kangambanzi, qui ne savent plus à quel saint se vouer, sollicitent l'aide de l'État. Les gens sont tristes, les gens sont vraiment malheureux. C'est vraiment une situation triste pour nous tous. Qu'ils agissent, parce que comme ça c'est trop triste, hein. C'est très compliqué. Y a des gens qui n'ont pas vraiment envie déjà sur le seuil de pauvreté, vous voyez. Donc là c'est une situation qui rajoute encore la complexité sur la complexité de notre quotidien. Donc nous aimerions que les autorités agissent le plus tôt possible pour mettre un terme à ce genre de catastrophe. On a un peu une difficulté qui nous arrive à chaque fois. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Tout ce qu'on peut demander à l'État congolais de penser à notre difficulté qu'on est en train de palper. J'espère que tout ce qui se passe, c'est un accident qui peut arriver ou pas, mais sauf que s'il peut penser à ce qui se passe ici, ça pourra beaucoup nous arranger. Cette famille est même prise en sondiche. Elle n'a que ses yeux pour observer impuissamment les dégâts de pluie. Parmi les victimes des dégâts de cette pluie, il y a aussi les habitants du quartier Cité de 17 qui ont vu la voie presque coupée en deux, à hauteur du siège de la société brésilienne Andrade Gutierrez. Le lycée Emery Patrice Lumumba, dans le 4e arrondissement Mongali, est aussi victime. Une partie de son mur de clôture est tombée, laissant à découvert le col. Au quartier Gaston Lenda, à Mikalou, des maisons entières ont été englouties. Le constat a été fait ici par notre reporter Giscard Maungu. Ce matin, dans ce quartier Gaston Lenda, c'était la désolation. Les eaux de pluie sont rapidement montées dans la nuit, surprenant certains dans le sommeil. Dans la furie des eaux, elle a drainé le sable qui a aussi fait les siennes. Je sais que dire, parce que ce qui est arrivé est arrivé. Donc, on ne s'y attendait pas. Et
mon émotion, c'est remercier le Seigneur de nous faire sortir sains et saufs. Le bien matériel, c'est... Et c'était où votre porte? C'était où? La porte, c'est celle-là. Ce mardi, on ne pouvait que constater les dégâts. Ce mardi matin, certains pelles en main essayaient de désensabler les lieux et réorienter les eaux de pluie. Peine perdue, un combat perdu d'avance. Plusieurs parcelles envahies de sable. Le sable qui s'est déversé tout ici. C'est par le toit qu'ils sont sortis. On a tout perdu, on est resté tel que vous me voyez. Vous voyez l'état que vous me voyez, je suis là, tout est resté dans la maison. Quand ce n'est pas le sable qui cause des soucis, ce sont les eaux de pluie. Dans cette parcelle-là, l'eau est montée jusqu'à plus d'1 mètre. Des dégâts partout, des soucis aussi partout. Ce mardi à Brazzaville, plusieurs quartiers se sont réveillés, les pieds dans l'eau. Toujours en rapport avec la pluie bis repetita, c'est ce que l'on peut dire après la pluie qui s'est abattue également à Pointe-Noire dans la nuit de lundi à mardi dernier. Regardez toutes ces images réalisées par Demontez Mavungu. La ville de Pointe-Noire dans l'eau au réveil de la nuit du lundi 8 au mardi 9 février 2021. La forte pluviométrie enregistrée dans le périmètre urbain de la ville océane n'a pas épargné les infrastructures routières. Ici, au quartier Mongokamba, la furie des eaux a endommagé une bonne partie de la chaussée macadamée et même le trottoir en cours de travaux de pavage. Cette voie principale est bien la route nationale numéro 1, tronçon qui en principe devait être aménagée par le département des travaux publics. Cette partie de la nationale numéro 1 cause bien souvent du tort à la municipalité de Pointe-Noire depuis des lustres. Et dans plusieurs quartiers de la ville océane, ce phénomène est légion, d'où la nécessité pour la capitale économique du Congo d'accueillir une municipalisation additionnelle. Municipalisation qui arrivera à point nommé soulager le conseil départemental et municipal avec ses nombreuses populations. Mais cette pluie diluvienne laisse aux yeux des populations ponténégrines un triste goût du déjà vécu. Le pont Bakadila, charriant les eaux des divers collecteurs naturels du centre-ouest de Pointe-Noire, est inondé au grand malheur des riverains, passants et visiteurs de la zone. Les profito-situationnistes, eux, se font les poches pour le transport au dos comme au pouce-pouce des élèves et autres personnes évitant de marcher dans les eaux. À Tchali, le décor demeure le même. Au regard de cette triste situation, il est souhaitable que le département des grands travaux prenne le relais pour redonner la luisance à la ville de Pointe-Noire, autrefois Ponton-la-Belle. Les habitants du quartier Thomas Sankara se sont engagés pour tenter d'endiguer l'érosion qui fait rage dans leur quartier. Ces habitants du 7e arrondissement Filou essayent de se débrouiller avec les moyens de bord pour combattre cette érosion qui dure depuis des années et grignote des habitations à chaque caprice de la météo. Suivez. Des habitants, grands et petits, transformés en ouvriers. Il faut essayer de sauver ce qui peut l'être encore. L'érosion qui s'est formée depuis plusieurs années poursuit sa course, emportant au passage habitations et routes, le cas ici au quartier Thomas Sankara, dans le 7e arrondissement Filou. Et ceux qui ont encore leur maison tentent autant que faire se peut de protéger les habitations. Nous avons acheté des planches, nous avons acheté des tôles, nous avons acheté des fers, nous avons acheté du ciment. Et la main-d'œuvre, elle est là, ce sont les jeunes du quartier, on est en train de travailler pour essayer de faire quelque chose pour éviter le drame.
Ce n'est certainement pas la solution définitive et cet habitant invite la population riveraine à ne pas poser des actes qui aggraveraient la situation. Cette érosion, il y a plus d'une semaine, je l'avais déjà personnellement constaté. Nous l'avons constaté, on a demandé aux populations de ne pas jeter les ordures. Malheureusement, elles ne nous ont pas compris. La pluie, vous la connaissez, celle d'hier, elle était vraiment abondante. C'était une pluie diluvienne. Et voilà que les immondices et les alluvions qui sont venus du fait de l'eau ont complètement emporté la rue. Il faut dire que la responsabilité revient aussi à la mairie de Brazzaville. Parce que les eaux du marché, toutes les eaux du marché ont été dirigées vers ici. Parce que la toute première avenue, celle qui passe derrière le lycée Thomas Sankara, à ce niveau-là, les autorités municipales avaient cautionné la vente d'une parcelle. Donc cette parcelle a complètement occupé l'avenue, au point où les eaux ont été dirigées vers ici, et voilà le drame. Les maisons sont détruites par l'érosion. Cet habitant qui a accepté de se prêter à notre micro appelle à l'aide. Le principal message, j'ai lu les discours du président Sassou par exemple. Dans un discours, il dit « Partout où nous sommes allés, nous avons essayé de convaincre ». Et là, les populations sont en train de convaincre les autorités pour qu'elles viennent, n'est-ce pas, nous assister. Pas seulement les autorités compétentes, les pouvoirs publics, les individualités aussi, ou toute personne sensible qui peut partager notre douleur. Cette érosion qui inquiète plus d'un habitant est la prolongation de l'érosion émeraude. De l'autre côté, d'autres citoyens ont construit sous fonds propres cette sorte de canalisation pour orienter les eaux de pluie. La Chine entend offrir un don de vaccins à la République du Congo dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Bernida. Oui, Christy, l'annonce a été faite cette semaine par l'ambassadeur de Chine en poste au Congo au cours d'une audience que lui a accordée la ministre en charge de la Santé. Christine Gakoso nous en parle. La République du Congo va bientôt acquérir le vaccin chinois contre la pandémie à coronavirus avant la fin du mois de février. Et ce vaccin est appelé Sinopharm. C'est ce qui ressort de l'entretien entre la ministre de la Santé, de la Promotion de la Femme et du Développement, Lydia Mikolo, et l'ambassadeur de la Chine au Congo, Mafulin. La République populaire de la Chine fera don de 400 000 doses de vaccins au Congo afin de vacciner plus de 180 000 personnes. Depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19, la Chine et le Congo ont travaillé ensemble par une aide mutuelle forte. Cette fois, aujourd'hui, notre entretien porte surtout sur la mise en œuvre, sur la concrétisation de la donation par la Chine de vaccins de Sinopharm pour le Congo. Et nous avons discuté sur l'autorisation par les autorités du Congo pour l'usage au Congo de ce vaccin et bien d'autres problèmes. Selon les données publiées en Chine et dans beaucoup d'autres pays qui ont déjà commencé à utiliser ces vaccins chinois, il faut dire que ces vaccins sont sûrs et efficaces. Les conditions d'acquisition et de conservation de ce vaccin sont réunies par le Congo, a rassuré la partie congolaise. Le Congo sera le 4e pays à acquérir le vaccin Sinopharm après le Maroc, l'Égypte et la Guinée équatoriale. Dans la suite de ce 24/7, après une rallonge de 3 jours, les opérations de révision des listes électorales ont pris fin le 10 février dernier. Au dernier jour, ils ont été nombreux, ces Brazzavillois qui ont pris d'assaut les centres d'enrôlement. Voyez ce reportage réalisé par Giscard Maungo. C'est le 10 février, jour choisi pour la fin des inscriptions sur les listes électorales. En ce dernier jour, ils sont encore nombreux dans des centres d'enrôlement. Vous connaissez la mentalité des Congolais. Souvent, les Congolais aiment venir souvent à la fin. On a commencé, c'était timide, mais à la fin, il y a vraiment un engouement terrible. On est de temps à autre envahi. Nous finissons à 17h fort, voire 18h. Nous sommes à la mairie de Winzi. Beaucoup sont venus pour s'inscrire, comme Ruth et Célestina. Je suis venue m'enregistrer pour avoir une carte d'électeur
pour voter parce que depuis que je suis née, je n'ai jamais voté. Et là, j'ai vraiment envie de voter. Vu le journal que j'ai suivi d'avant-hier, entre hier et avant-hier, on nous a dit, bientôt là, le dernier délai là, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou voilà. Donc c'est un PC, c'est pour ça que je me suis dit non, il faut que j'arrive au moins, je puisse me faire enregistrer. Ce bon monsieur rentre droit de la France et est venu aussi vérifier si son nom est sur les listes électorales et partant aussi vérifier pour les membres de son association, la JDL. Comme c'est le dernier jour, ça m'a poussé de venir ici voir les noms sur les listes électorales. Le vote, on n'a pas besoin de l'abstention. Nous, on veut qu'il y ait beaucoup de votants, quoi. Et mes mamans aussi, ils ont vu leur nom, donc je suis tout à fait content, quoi. Autre centre, même engouement de dernier jour. Nous sommes à Mungali. Lieu de naissance. Ici aussi, ils sont nombreux. Je suis venu m'enrôler sur les listes électorales pour l'élection du 21 mars. Je suis venu enrôler pour les listes électorales. Tout se passe bien. Et pour ceux qui n'ont pas bien rempli leurs fiches, une équipe est là pour corriger. Ça se passe bien, mais nous ici, nous sommes là pour le contrôle des fiches, de ce que les membres font, et nous contrôlons. Voir si c'est bien fait, s'il y a des ratures. Et s'il y a des ratures, nous écartons et nous refaisons. Jusqu'au 7 février dernier, ils étaient 80 000 nouveaux électeurs. Ce chiffre sera dépassé à la fin de toutes les opérations de révision des listes électorales. On rappelle également, le Congo a rendu hommage à la doyenne du corps diplomatique, Marie-Charlotte Fayanga, décédée le 6 février dernier en France. Jeudi, le Premier ministre Clément Mwamba était à la résidence de l'ambassade de la RCA au Congo pour rendre hommage à cette dernière. Suivez. À l'entrée de la résidence de l'ambassade de la RCA au Congo, une palme. Depuis le 6 février dernier, la maîtresse des lieux, Marie-Charlotte Fayanga, est morte à La Rochelle en France. Ce jeudi, au nom du président de la République, le Premier ministre Clément Mwamba a franchi le portail de la résidence pour venir rendre hommage à la doyenne du corps diplomatique. Elle était dans notre paysage diplomatique une figure tout à fait familière. Elle était doyenne du corps diplomatique. Donc en venant ici, c'est le bien des condoléances pour la plus sœur de la RCA et les condoléances à toute la communauté diplomatique du Congo ici, au Brazzaville, et bien entendu nos condoléances à la famille biologique des Bélis disparus. À la résidence de l'ambassade centrafricaine, le Premier ministre signe dans le livre d'or, ouvrez les guillemets. Le Congo demeure orphelin de son enfant qu'il avait fini par intégrer au sein de la communauté nationale. Fermez les guillemets. Cette action du Premier ministre est aussi une manière pour le Congo d'annoncer officiellement la mort de l'ambassadeur de la RCA au Congo, doyenne du corps diplomatique. C'est aussi l'occasion d'annoncer à la communauté nationale que cette ambassadrice n'est plus. Elle est décédée en France et que désormais elle est rentrée dans le domaine de l'éternité. Ancienne ministre chargée du parc auto présidentiel et secrétaire d'État à la présidence centrafricaine, en charge de la caisse de stabilisation et de la péréquation des produits agricoles, a fait 16 ans comme ambassadeur de la RCA au Congo. La coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus a proposé jeudi au cours de sa 16e réunion l'autorisation des rassemblements politiques nécessaires au déroulement de la campagne présidentielle à venir, mais aussi le prolongement de l'état d'urgence sanitaire. Pour plus de précisions, suivez ce reportage. La maladie à coronavirus circule un peu moins dans le pays. On a enregistré moins de morts en janvier 2021 par rapport à décembre 2020. À Brazzaville et Pointe-Noire, épicentre de la maladie, on a dénombré respectivement 5 et 3 décès au mois de janvier. Face à ces chiffres meilleurs, la coordination nationale invite les populations à ne pas relâcher les efforts
et recommande plus que jamais le respect des mesures de prévention, notamment le port obligatoire et conforme du masque, afin de maintenir la dynamique de la décrue constatée. Il faut absolument maintenir le cap et ne surtout pas baisser la garde. Au cours de cette 16e réunion, tenue par visioconférence sous l'autorité du président de la République, la question du paiement de l'allocation Covid aux populations vulnérables a été aussi abordée. En vue d'en assurer le paiement, il a été mobilisé à ce jour les financements suivants. 4,7 milliards de francs CFA disponibles sur le compte Lissungi. 3,5 milliards de francs CFA au titre d'un décaissement récent des partenaires. Le virus est bel et bien là. C'est pourquoi toutes les anciennes recommandations ont été reconduites. Tout d'abord, accélérer les processus d'acquisition des vaccins et de vaccination des différentes catégories de la population. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h du matin pendant les jours ouvrés et de 20h à 5h du matin le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés. Limiter à 5 jours, soit les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, l'ouverture des marchés domaniaux à Brazzaville et à Pointe-Noire. Maintenir la fermeture des boîtes de nuit et autres lieux de danse. Faire exercer les contrôles sanitaires et ceux de la force publique à l'entrée et à la sortie de toutes les villes du pays. À l'approche de la présidentielle de mars prochain, une question fait débat. Devra-t-on organiser ou pas les rassemblements politiques avec un peu plus de monde? La Coordination nationale de gestion de la pandémie Covid-19 répond oui, mais dans le strict respect des mesures barrières. La prise en compte des impératifs sanitaires et démocratiques amène la coordination nationale à proposer aux autorités compétentes d'autoriser les rassemblements de population nécessaires au déroulement harmonieux de la campagne présidentielle à venir. Elle suggère que cette autorisation soit accordée sur les bases suivantes. 1. Le port obligatoire et conforme du masque de protection par chaque personne participant à un rassemblement à caractère politique. 2. La mise à la disposition de tous les participants des solutions hydroalcooliques désinfectantes par les organisateurs des rassemblements. 3. L'organisation des rassemblements sur des espaces ouverts. Enfin 4. Le respect autant que possible de la distanciation physique entre les participants à un rassemblement. Les candidats aux fonctions de président de la République, leur direction de campagne ainsi que les potentiels électeurs sont donc fixés. Juste après la réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus, le Conseil des ministres s'est réuni sous l'autorité du chef de l'État et a approuvé l'unique point inscrit à son ordre du jour, à savoir le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour la 16e fois consécutive en République du Congo. Cette semaine, nos reporters sont allés à la découverte d'un village peu connu des Congolais, le village Ngania, situé, on va dire, à 380 km de Brazzaville. Le Zoom porte la signature de Vincent de Paul Koubemba et Michael Passomba. Compté parmi les 92 villages de la sous-préfecture de Lombo, le village Ngana Tsongo est situé à 23 km de la déviation de la RN2 à hauteur du carrefour Obo. Ce village a été créé vers le XVIIe siècle par le grand résistant Mbunzobele. Il s'étend sur un rayon d'environ 2 km de long et 300 mètres de large. Il comprend plusieurs quartiers qui ont chacun une histoire. Ngania, en principe, est constitué de 2 principaux quartiers. Donc le quartier Kienye, au Kiba, vers là où on a ouvert l'académie, et le quartier Kienye. Donc la fille du patriarche, Ondendola lui-même, à qui il a donné à un monsieur, et ils ont donné à ce monsieur, le monsieur et sa famille aussi se sont installés ici. Ce quartier, on l'appelait Obenza. En dehors d'Obenza, il y a un autre quartier qu'on appelait Kala. Là aussi, c'est la même chose. Et il y a un autre, on dit en dehors donc de Obenza et Kala, il y a eu un autre quartier qu'on appelle couramment Ngolodua. Terre de feu, Ondendola et du patriarche Ibarambembe, dont les monuments sont visibles au cœur même du village, a plusieurs indices marquant sa renaissance. Le marché communautaire et le disco-bar Ngania Tsongolaise inauguré en 2013. Autre élément marquant sa renaissance, l'éclairage public et les 2 forages d'eau pour tous qui permettent à la population, de jour comme de nuit, de s'approvisionner en eau potable. Pendant que ces éléments sont détruits sous d'autres cieux en Ngania, ils donnent le goût de vivre. Cependant, le village Ngana
ne dispose pas d'église comme dans plusieurs localités du pays. Ici, 99% de la population est animiste. Depuis l'époque coloniale, les anciens se rendaient à Tchambicho pour les cérémonies religieuses. Nous sommes au village Ngania, restons-y et comme vendredi dernier, braquons nos projecteurs sur le CEG de la localité. Ce collège compte 3 enseignants et quelques prestataires. Les quelques prestataires affectés par le ministère sont confrontés aux difficultés de paiement de leur émolument. Une menace aussi pour les candidats aux examens d'État. Suivez une fois de plus ce reportage de Vincent de Paul Koubembe et Michael Massamba. Il est 7 heures passées. Les 149 élèves, dont 48 filles, sont autour du mât pour la cérémonie de levée de couleurs. Patrice Osevi, directeur du CG Edouard Ngakoso de Ngania, attire l'attention des élèves à se mettre au travail, car, dit-il, le deuxième trimestre est court. Les compositions sont prévues pour le 9 et 13 mars prochain. S'adressant aux enseignants, il leur a demandé d'évaluer les élèves sur 3 devoirs par matière. Construit en 1980 par Edouard Ngakoso, l'unique bâtiment a une capacité de 4 salles pédagogiques. Existant depuis 41 ans, le CG fonctionne cette année avec 3 enseignants affectés par l'État. Patrice Osevi assure à la fois les fonctions de directeur et de professeur de français. Nous avons ici 3 enseignants affectés par l'État. L'effectif ne répond pas et les parents ont recruté 3 prestataires également. Donc nous avons un personnel de 6 enseignants. Logiquement, on devait avoir 9 enseignants. Pour cette année 2021, le CG de Ngania présentera 59 candidats au BPC. Tous ont déjà déposé leur dossier. Dans cette campagne, on a réussi à rassembler les dossiers de tous les élèves. Le 14, nous étions à Gomboma pour les déposer et on a déposé le 15. Conscient du fait que bon nombre d'élèves n'ont pas encore payé leurs émoluments pour subvenir aux besoins des encadreurs prestataires, Patrice Osevi a souligné que cette année, il n'y aura pas de pitié. Plusieurs élèves seront mis dehors et ne vont pas composer tout en perdant ipso facto l'année scolaire en cours. L'État déjà avait prescrit 6 000 francs pour la prise en charge de ces enseignants. Ça ne répond pas. Et avec les parents, on s'est entendu, les parents devaient compléter ce qui manque pour satisfaire tous ces prestataires-là. Les difficultés ne manquent pas, tous les foyers n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des enfants qui n'ont pas composé parce qu'ils n'ont rien eu. Et ça fait mal. Beaucoup d'enfants qu'on compose comme ça, on les met dehors parce qu'ils n'ont pas contribué à la satisfaction des prestataires. C'est là le mal. Une particularité au CG de Ngania pour permettre aux élèves de mieux maîtriser la conjugaison, un tableau du verbe être conjugué à tous les temps du monde indicatif est placé dans les salles. Devant toutes ces difficultés énumérées, des doléances ont été émises aussi bien aux parents qu'à la hiérarchie. Aux parents, d'abord, je dirais de faire un effort comme les autres. Les autres aussi font les mêmes travaux des champs comme eux. Ils s'efforcent petit à petit à avoir de quoi supporter ses enfants. Et eux, s'ils décident de le faire, ils le feront aussi. Aux autorités, au gouvernement, vraiment le problème de déficit d'enseignants est un grand problème et qui ralentit le niveau des enfants. Le niveau des enfants, lorsque les enseignants ne sont pas au grand nombre, au grand complet, et ce qu'on fait là, vraiment, on ne peut pas mettre un enfant dans les positions qu'il faut. Patrice Osevi assure la fonction de directeur depuis 4 ans. Depuis quelques années, le CG n'a jamais été doté d'un drapeau national. Dans le monde des médias, une radio vient de voir le jour à Brazzaville. Il s'agit de la radio Trans-Équatoriale qui émet à travers la fréquence 91.3 MHz. C'est le ministre de la Communication et des Médias qui a procédé à l'inauguration de cette nouvelle radio en présence du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Morel Mabele, Chanel Kifouni.
Un nouveau-né dans le paysage audiovisuel congolais. Il s'agit de la radio transéquatoriale RTE. Elle émet depuis Brazzaville à travers la fréquence 91.3 MHz. C'est le ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, qui a procédé à l'ouverture officielle de la radio transéquatoriale, en présence du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo. La présentation technique de cette radio a été faite par son directeur, Freddy Kebano. La particularité de la RTE, c'est qu'elle transmet ses signaux à travers la fibre optique, ce qui justifie la qualité impeccable de son son, même au-delà de nos frontières. La radio transéquatoriale, la première radio d'information des deux Congos, a plusieurs correspondants à travers le monde. Au cours de cette cérémonie, Joseph Bitalabitemo, enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi, a fait une leçon inaugurale. Il veut que la radio transéquatoriale soit une fossile d'or de la presse congolaise. Et pour y arriver, il a prodigué quelques conseils aux jeunes journalistes. Le promoteur de la radio transéquatoriale, Adrien Waï-Lewi, a indiqué qu'ils ont la passion d'informer sans passion. Avec la digitalisation de la radio transéquatoriale, d'ici la fin de l'année 2021, nous solliciterons les autorisations du Conseil supérieur de la liberté de communication et du ministère de la Communication et des médias pour couvrir les villes de Pointe-Noire et de Lizy. C'est possible avec la fibre optique. Le journaliste, on le sait, n'est pas un auxiliaire de justice, ni un juge, ni un procureur, encore moins un avocat. Il doit informer dans le strict respect du débat contradictoire. Voilà, mesdames et messieurs, la touche que notre radio va apporter à la jeune démocratie congolaise. Le correspondant de la RTE en RDC a même témoigné que cette radio est écoutée au-delà de Kinshasa, qui a une superficie de 9 965 km² avec plus de 12 millions d'habitants. Repartons à 35 km de la sous-préfecture de Wando pour parler du déficit en personnel soignant au CCI d'Ongania, Christy. Oui, Bernida, ce centre de santé intégré manque aussi de médicaments. C'est ce que nous rapportent ici Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba. Une ambulance encore bien entretenue, un vieux bâtiment laissé par les colons et un autre présentant une belle image. Nous sommes là au centre de santé intégré de Ngania, localité située à 35 km du siège de la sous-préfecture de Lombo dans les départements de Plateau. Ce centre, dont la mission n'est plus à présenter, n'est tenu que par 2 agents, un laboratoire et un agent technique de santé. Une triste réalité perceptible dans les localités de l'Interland. Il y a encore des trucs à faire d'abord. Donc pour l'heure là, le laboratoire ne fonctionne pas normalement puisque c'est un problème de matériel. Nous avons souvent le matériel qui n'est pas tellement fonctionnel. Ce sont des vieux trucs qu'on est venu retrouver ici. Ce CCAPMA élargi, qui est rattaché à la circonscription socio-sanitaire d'Abala, n'existe que de nom. La pharmacie n'a pas de médicaments. Emmanuel Oba et Faustin Elenga, le laboratoire, font tout. S'il y a des ordonnances, on prescrit les ordonnances pour aller à Olomo ou à Oyo. Donc la pharmacie, je dis, n'existe pas du tout. Donc nous avons ce problème-là de pharmacie. Ici, nous sommes dans un CCI à paiement élargi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire ici, nous pratiquons les accouchements. Ici, nous faisons les soins. Nous faisons la petite chirurgie. Nous faisons aussi les CPN et le laboratoire qui est là pour nous compléter certaines choses. Les pathologies les plus récurrentes sont les diarrhées, le paludisme et la dermatologie. Pour éviter le chaos dans ce centre qui doit prendre en charge 5725 habitants de l'aire de santé d'Ngania, Faustin Elenga, qui n'a que ce microscope pour faire valoir ses capacités médicales, on appelle à l'intervention des pouvoirs publics. Le déficit
est criard dans le pays. Alors donc, pour nous, à tout moment, on sollicite à nos chefs, à l'hiérarchie, de nous ajouter. Ici, il n'y a pas de sage-femme. Vous savez? Donc nous, on est là au four et au moulin. On fait tout. Alors que ce n'était pas ça. On n'était pas à l'école pour ça. Mais dans les milieux que nous sommes, on est obligé de faire ça. Sinon, il faudrait que chaque spécialité ait celui-là qui était aussi formé. Tunamwe, Dongo, Ngosi Ngosi, Abo, Ngele, Koli, Akele et Sebili et Nganatsongo sont là les quelques villages sur les 25 que compte l'aire de santé de Nganatsongo. Après Toku, la marraine de l'Organisation des femmes du Congo est arrivée à Oyo où elle a été accueillie par une foule de femmes avec pour seule envie d'adhérer à cette organisation affiliée au Parti congolais du travail. Suivez ce reportage. Véritable démonstration à Oyo, où ces femmes venues de différents quartiers de cette ville, mais aussi les environs, se sont donné rendez-vous au centre-ville pour montrer leur détermination à pouvoir adhérer à cette organisation des femmes du Congo. Ingrid, Olga, Ghislaine Ebouka Babakas, accompagnée par Alphonsine Atta, secrétaire exécutive nationale de l'OFC, a expliqué le bien fondé de cette campagne d'adhésion. Impatientes à pouvoir adhérer, ces femmes d'Oyo ont montré leur engagement sans faille au Parti congolais du travail et à ses organisations alliées. Nous avons le PCT déjà dans notre sang. Comme l'OFC, c'est une union catégorielle du Parti congolais du travail, automatiquement on est déjà d'office membre de l'OFC. Aujourd'hui, comme vous le constatez, la population féminine d'Oyo est en liesse par rapport à cet événement. Pour nous, femmes d'Oyo, la victoire du camarade Denis Sassou Nguesso est acquise. Ainsi, l'engouement de toutes ces femmes ici témoigne à suffisance leur croyance à porter très haut les couleurs de ce parti et déterminées d'œuvrer pour la victoire de leur candidat. Enfin, les 4 vérités de l'édito de la rédaction portent ce dimanche sur le phénomène bébé noir qui s'enracine et mécène dangereusement la sécurité en République du Congo. Une lecture sociologique sur la question selon notre éditorialiste maison, William Mouko. S'agissant toujours de la jeunesse, c'est le lieu et le moment de stigmatiser cette forme de délinquance juvénile qui sévit. Les bébés noirs, et les koulounas et autres. Le grand banditisme, un phénomène de société, vieux comme le monde, aux mutations aussi variées que perpétuelles, intemporel et résistant à toute thérapie de choc, y compris les plus agressifs qui soient, continue de faire parler de lui et surtout de faire des victimes à travers le monde. Comme une teigne, le grand banditisme a des propriétés de résilience extraordinaires. Il peut se calmer, être apaisé, faire disparaître ses symptômes, mais il ne meurt pas. C'est à croire qu'il est inhérent à la vie humaine au point d'être tenté de dire « tant qu'il y aura la vie, il y aura le grand banditisme ». Dit comme ça, on a l'impression que l'on encourage le mal. Non. Il s'agit juste d'un peu de réalisme après observation, car selon les âges, depuis la nuit des temps, toutes les sociétés humaines ont connu le phénomène de société appelé grand banditisme. Il s'agit des actes répréhensibles, des hors-la-loi, qui nuisent à la tranquillité des paisibles citoyens et menacent dangereusement la sécurité de la société. Au Congo, depuis quelques années déjà, le grand banditisme a gagné les plus jeunes, en majorité des mineurs appelés bébés noirs ou koulouna. Ils fonctionnent en bandes rivales qui se font la guerre en permanence avec dommages collatéraux à la clé quand ils ne s'en prennent pas aux paisibles citoyens. Grands consommateurs de drogue fortes et en rupture de banc ou décrochage scolaire,
Ils prennent plaisir à distribuer la violence, allant jusqu'à occasionner mort d'hommes gratuitement, si ce n'est pour imposer leur domination. Dans la foulée, ils sont ces bébés noirs ou Koulouna, auteurs de pickpocket, de vols qualifiés, de braquage, de viol, d'assassinat ou autres actes de torture. Leur arme favorite, la machette, qu'ils manient avec dextérité. Allez voir à l'œuvre, on se croira en plein génocide rwandais de 1994. Ils sont tellement terrifiants que personne n'a le courage de les affronter, mais filmer oui. Au service du mal, ils sont considérés comme des rebuts de société, des causes perdues, des enfants irrécupérables. Les parents de ces enfants perdus ou égarés sont débordés. L'État, via les forces de l'ordre, a essayé de sévir, mais chaque fois qu'un groupe est arrêté et mis au cachot, la procédure judiciaire, au nom de la loi qui les protège, vient exiger leur libération du fait de leur minorité en âge. C'est la loi, on n'y peut rien. Le Congo est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut s'y conformer. Pendant ce temps, le phénomène s'enracine et continue de faire des victimes, chaque jour encore plus nombreuses. La question est, que faut-il faire pour enrayer le phénomène bébé noir ou Koulouna en République du Congo? Le sentiment d'insécurité commence à gagner de plus en plus la population des deux plus grandes villes du Congo principalement, au point où certains commencent à réclamer la légalisation du port d'armes en République du Congo en s'inspirant du modèle américain afin que chacun assure sa sécurité. Si on en arrive là, ce serait un aveu d'impuissance de la part de l'État qui n'a pas encore dit son dernier mot à propos du phénomène bébé noir. Si le Congo peut se targuer d'être en paix et d'une paix chèrement acquise, comme on le dit souvent, après des tumultes sociopolitiques des années et de la fin du XXe siècle, il y a lieu d'alerter l'opinion nationale que l'insécurité grandissante qui gagne des proportions inquiétantes du fait du phénomène bébé noir ou Koulouna peut déstabiliser cette paix si rien n'est fait pour l'arrêter. De toute façon, la vie humaine prime sur toute activité humaine. De même qu'il n'y a pas développement sans la paix, il n'y a pas non plus développement sans la sécurité. Aucun investisseur ne viendra investir dans une ville ou dans un pays en insécurité. Voilà un thème qui ne figure pas souvent dans les débats en période électorale, ni même dans les projets de société que les différents candidats à l'élection présidentielle présentent aux Congolais. Et si la sécurité à Brazzaville et Pointe-Noire, liée au phénomène bébé noir ou Koulouna, s'invitait comme un des principaux sujets à la présidentielle de mars 2021, à coup sûr, le candidat qui parviendra à garantir la sécurité aux Congolais face au phénomène bébé noir ou Koulouna aura le soutien ou l'adhésion de toute la population congolaise qui n'en peut plus de supporter ces images à répétition de mutilation au quotidien. Qui vivra, verra. Merci de votre aimable attention. C'est la fin de cette édition rétrospective de la semaine. Christy, Évrard Tikasumba vous attend. Effectivement, dans quelques instants, vous allez suivre la revue de presse. Merci beaucoup et portez-vous bien surtout.
dans cette revue de presse. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Pour cette revue de presse, je suis sur ce plateau avec Evra Tikasumba, comme il est de coutume. Bonsoir Evra, comment vas-tu? Bonsoir Chrissy. On va ouvrir notre kiosque à journaux avec ce titre de La Griffe. Le journal La Griffe s'interroge. Bagarre pour la magistrature suprême, ça y est. Vont-ils vraiment battre Sassou? Oui, après 7 jours d'attente, les candidats à l'élection présidentielle viennent de déposer leur dossier de candidature pour confirmer leur participation à cette course électorale. Mais ce dépôt de candidature ne signifie pas le quitus pour être éligible à la course. La CNI devra examiner tous les contours des dossiers. C'est pour dire que la participation à cette course présidentielle dépend encore de la Commission nationale électorale indépendante que dirige Henri Bouka, écrit la consoeur, et s'interroge en même temps qui va battre Sassou. De son côté, le Nouveau Regard titre à sa une élection présidentielle du 21 mars 2021. Pascal Tatima Biala, Claudine Mounari et Guy Romé-Kimfoussia ont refusé d'être des faire-valoir. Un article à lire à la page 3 de ce journal qui écrit Pascal Tatima Biala, Claudine Mounari et Guy Romé-Kimfoussia ont refusé d'être des faire-valoir. Selon le confrère, plus d'un Congolais ne s'attendait pas à ce que Pascal Tatima Biala, chef de file de l'opposition, Claudine Mounari, ancienne présidente de la Fédération des partis de l'opposition congolaise IDC, et Guy Romé-Kimfoussia, président de l'UDR Mwinda, ne soient pas comptés parmi les candidats à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Le Nouveau Regard poursuit et écrit d'abord sur les chefs de file de l'opposition. Plus d'une fois, il a été traîné dans la boue, le qualifiant d'un faux opposant, le fait d'être trop proche du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Quant à l'ancienne présidente de la Fédération congolaise des partis de l'opposition, elle était accusée d'avoir fait la main basse au pouvoir de Brazzaville lors du décès de l'ancien président de la République, Pascal Lissouba, afin d'aller prendre part à ses obsèques. Par contre, Guy Romé-Kimfoussia serait reproché de s'être démarqué des autres leaders de l'opposition congolaise. Dans le même chapitre, le journal La Griffe renchérit. Ils ont refusé de participer à l'élection présidentielle. Voici leurs vraies raisons. Oui, Chrissy, le Congo est à 1 mois de l'élection présidentielle de 2021. Beaucoup de leaders politiques ont annoncé leur refus de participer à cette élection qu'ils trouvent non crédible et non transparente, relate La Griffe à la page 3 de sa dernière publication. On va prendre ce titre du journal Le Troubadour, élection présidentielle du 21 mars 2021. Pourquoi Denis Sassou Nguesso doit être placé au-dessus de tous les autres candidats? Dans quelques semaines va s'ouvrir la campagne présidentielle en vue de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Renchérir le Troubadour qui poursuit. Si certains leaders de l'opposition ont préféré ne pas prendre part à cette élection, d'autres en revanche ont confirmé leur candidature. Des indépendants devraient également participer à cette compétition. Mais pour Denis Sassou Nguesso, cette élection ne sera pas comme les précédentes parce qu'elle se situe à la croisée des chemins de notre histoire. Elle place le président sortant devant une lourde responsabilité, celle, s'il est réélu, de commencer à travailler à la réhabilitation des valeurs dans la perspective d'un passage de témoin. Et ce rôle historique, qui tient compte de sa stature, devrait placer Denis Sassou Nguesso au-dessus des autres candidats. C'est en tout cas cette vision qui transparaît dans un message adressé par Alphonse Claude Silou aux militants et sympathisants de son parti, le Rassemblement citoyen RC en sigle, et au-delà à la communauté nationale, rapporte le confrère. Parlons toujours des élections. Les évêques émettent de sérieuses réserves, mais le gouvernement congolais rassure. Dans un message diffusé mardi 2 février, les évêques du Congo ont fait part des sérieuses réserves sur le scrutin prévu le 21 mars. En réaction à ce message, ce journal écrit, je cite, Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement, estime qu'il n'y a pas de raison pour les Congolais de désespérer de la démocratie. Le Troubadour poursuit tout en rapportant l'intégralité de l'échange du ministre de la Communication sur RFI par interview interposée sur cette problématique entre lui et Monseigneur Victor Abanyamoussa, archevêque d'Owando et porte-parole de la conférence épiscopale congolaise. On va boucler avec ce titre du journal Polélé Polélé. Ce journal s'interroge déclaration des évêques face au réquisitoire de l'épiscopat. Thierry Mongala aurait-il manqué l'occasion
de se taire. Un article à lire à la page 3 de ce journal, mais ici, le confrère continue à s'interroger en écrivant, je cite, « Face à cette déclaration des évêques, y avait-il vraiment matière à défendre ou à expliquer au-delà de ce qui a été dit par ces derniers de la part du gouvernement? Le ministre serait-il tombé dans un formalisme imputable aux obligations de sa fiche de poste? Tant de questions sont à la base des débats qui déflore la chronique ces derniers jours après l'intervention de Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement du Congo, aux sérieuses réserves émises par la conférence épiscopale du Congo dans leur message. Fin de citation. Un peu plus loin, ici, le confrère poursuit et écrit « Face à l'incontestable constat des évêques sur l'état de la nation, Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement, n'a pas manqué de réagir à cette déclaration en avouant à demi-mot la réalité évidente et palpable soulignée par les évêques du Congo. C'est à ce niveau que le ministre répond aux évêques et Polele reprend les propos de Thierry Mongala qui déclare, je cite, « Il n'y a pas de raison pour les Congolais de désespérer de la démocratie ». Fin de citation. Merci Vras Kassumba pour ces explications. Et c'est ainsi que nous bouclons cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.